Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Florent Baudin, réalisateur du documentaire Champion, qui s'immisce au cœur de l'intimité de nos athlètes olympiques français à l'INSEP. Jamais je n'aurais cru faire un épisode avec un non-professionnel du sport au début de l'aventure, et pourtant, les thématiques et les émotions transmises par les caméras de Florent et son équipe sont telles qu'échanger avec lui est une évidence pour moi. Aujourd'hui, nous sommes le 18 juillet 2024, soit 8 jours avant les tant attendus JO de Paris. Donc, qui de mieux que le réalisateur de Champion pour nous parler de performance française? Florent, bienvenue sur le podcast du Squad de la Performance. Peux-tu te présenter rapidement à ceux qui ne te connaissent pas? Bonjour déjà, merci pour l'invitation. Alors moi je suis donc Florent, réalisateur de documentaires pour la société de production Black Dynamite. Champion, c'est un projet sur lequel je travaille depuis 4 ans. On a fait 4 saisons, à chaque fois 8 épisodes, donc sur de jeunes athlètes qui ont pour rêve de disputer les Jeux Olympiques. Avant ça, j'étais journaliste sportif, j'ai fait d'autres documentaires dans le sport et la culture, j'ai co-réalisé le documentaire sur Karim Benzema, le cas Benzema, un documentaire sur le stand-up qui s'appelle Get Up Stand Up, qu'on peut toujours voir sur MyCanal, et puis deux documentaires sur Netflix, un sur Tony Parker, The Final Mm. Shot, et un sur Gims qui s'appelle Gims tout simplement. Donc voilà un peu mon parcours, et donc là j'arrive à la fin de 4 années en immersion à l'INSEP à essayer de raconter ces histoires de champions. Euh, et donc, les derniers épisodes viennent de sortir là, hier. Donc, très heureux de pouvoir en parler avec toi. Ouais, trop cool. J'imagine que dans tous les projets que tu as menés et dont tu viens de nous citer, Champion est sûrement l'un des plus longs en termes de saison et d'épisodes. Quel est le message que tu souhaites transmettre avec ce documentaire? Déjà, ouais, c'est unique en termes d'opportunités. Jamais on peut travailler aussi longtemps avec un sujet. Moi, c'est une chance que j'ai eue et j'apprécie vraiment et je me sens vraiment privilégié d'avoir eu cette opportunité-là dans ma carrière. Après, le message qu'on a voulu transmettre, c'est avant tout un message qui puisse brasser pas mal de valeurs et notamment euh, on avait envie de dresser en fait le portrait d'une jeunesse française à travers le sport, une jeunesse française des années 2020. Et grâce à l'INSEP, grâce à ces sportifs, on a réussi comme ça voilà, essayer de dresser ce portrait-là avec évidemment des jeunes qui sont extraordinaires et on voulait évidemment montrer ces notions de résilience qui sont très présentes dans le sport, mais pas que, aussi les doutes, les échecs, les égos qui sont très importants parmi Mhm. les champions et toutes ces coulisses-là qu'on croit connaître et qu'on connaît finalement assez mal, et moi le premier. Donc j'ai beaucoup aussi d'humilité par rapport à ça à essayer de tout déconstruire et de réfléchir à nouveau le sport en essayant voilà, d'amener un discours peut-être un peu et un récit un peu nouveau dans les documentaires de sport en se disant que voilà, la réalité, elle n'est pas toute noire ou toute blanche, elle est souvent entre les deux et c'est ça qui va créer le lien avec le public, j'imagine. Ouais, ouais, ouais. Bah, de toute façon, on va parler un peu de toutes les thématiques que tu as abordées. Effectivement, pour avoir vu l'ensemble des épisodes, je trouve que c'est très frais, c'est très authentique. On a l'impression d'être vraiment avec eux. Et moi, pour travailler avec des sportifs et d'être dans cette intimité-là en tant que prépa physique et kiné du sport, bah, en fait, je m'y retrouve beaucoup. J'aime beaucoup en fait voir comment réagissent les athlètes, faire les parallèles et les différences avec ce que j'ai pu connaître. Et puis voir aussi ben, mes confrères professionnels du sport et de la santé, voir comment ils établissent leurs relations avec eux. Et justement, on parlera de cette intimité un peu plus tardivement. Et j'aimerais que tu nous dises, toi qui as été avec tous ces athlètes, quel est le pourquoi, le fameux why de ces athlètes selon toi? C'est une bonne question. Je pense que c'est propre à chacun, mais si on veut faire un peu de généralité, c'est accomplir des objectifs. Moi, je l'ai très bien vécu, notamment sur la saison 1 qui était perturbée par le Covid, où Mm. en fait, on a trouvé des athlètes démunis
parce que Ouais. justement, ils ne pouvaient plus se fixer d'objectifs, ou les objectifs étaient flous. On se prépare pour une compète, mais cette compète, elle a de fortes chances d'être annulée ou reportée. Ou du coup, qu'est-ce qu'on devient? On n'a pas de compète cette année. Est-ce qu'il faut quand même qu'on se maintienne en forme? Voilà, c'était ce genre de choses qui se passaient. Et du coup, le pourquoi de ces athlètes, je pense que c'est vraiment de répondre à des objectifs et être prêt pour des échéances très précises. Et c'est ça qu'en fait qui les pousse, et c'est ça qui est impressionnant aussi quand on arrive de l'extérieur, c'est qu'on se dit, ces jeunes-là, ils sont qu'au début, ils vont en prendre pour 10, 15 ans, on se dit, ah, ils sont quand même enfermés dans un truc, mais eux, ils ne le voient pas comme ça. Eux, ils voient à 3 mois, 6 mois, 1 an, pas plus, en fait, Mm. et ils sont drainés par ces objectifs-là à court, moyen et peut-être un peu plus long terme, mais ouais, c'est vraiment la réussite d'objectif qui, pour moi, les motive à se donner aussi intensément dans leur sport. Ouais, parce qu'effectivement, il y a ces objectifs déjà qui peuvent être personnels. Il y a plusieurs championnats de France, d'Europe, du monde en fonction des disciplines. Et puis, bien évidemment, les JO de Paris qui vont bientôt avoir lieu et qui seront en plein cœur quand on sortira l'épisode. Moi, j'ai noté plusieurs choses aussi. Il y a certains athlètes qui te disent en fait vouloir être le meilleur. Moreno, notamment, dit, je m'entraîne pas à gagner la médaille, mais à être le meilleur. Et à l'inverse, il y a Shirin Boukli, donc la judokate, qui, elle, finit par être numéro un mondial de sa catégorie, mais qui, justement, a le Graal d'être championne olympique dans la tête. Et justement, quand elle rentre bredouille, malheureusement, être la seule à rentrer bredouille de Tokyo, ben, elle dit être véritablement délaissée, se sentir comme une intrue du groupe. Et elle dit cette phrase qui, pour moi, est super forte. Quand tu n'as pas de médaille, t'es personne. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? C'est d'autant plus vrai dans des disciplines comme le judo. Le judo en France, c'est un sport qui existe tous les 4 ans, on va pas se mentir, même si on peut voilà, être intéressé par un championnat d'Europe par-ci, un championnat du monde, le tournoi de Paris, où si Teddy Riner le fait, on sera tous devant sa télé le dimanche après-midi quand il sera en finale, pas avant. Mais sinon, le sport existe simplement aux Jeux Olympiques et il existe parce qu'on fait énormément de médailles. Il existe parce qu'à un moment donné, je dis n'importe quoi, on va être sur un match de hockey sur gazon et on va avoir le journaliste qui nous dit, ah, on file au judo parce que on a un Français ou une Française qui est en passe de se qualifier pour la finale. Et là, tout de suite, ça nous intéresse. Et Mm. donc, Chérine a raison quand elle dit que quand tu n'as pas ta médaille, t'es personne. C'est parce que en France, les judokas sont simplement reconnus s'ils font des résultats aux Jeux Olympiques. Et ça a été démontré par le passé. Donc, elle le sait, ça, elle le sait. Et pour le judo, c'est vraiment le Graal, une médaille au jeu et la médaille d'or encore plus, parce que ça change leur vie, tout simplement. Mm. Ouais, ok, je vois très bien. Justement, tu me fais un peu une passe décisive en parlant de Teddy Riner, qui est pour moi un peu l'allégorie de ma question qui va suivre. C'est qu'est-ce qu'un champion pour toi? Alors, un champion, pour moi, c'est quelqu'un, on en a parlé tout à l'heure, mais qui a envie d'accomplir des objectifs, qui va être poussé par une force indescriptible pour y arriver et qui va mettre tout en place pour atteindre ces objectifs-là, quitte à parfois avoir certaines dérives. Je pense qu'on ne peut pas devenir un champion, par exemple, sans avoir un énorme ego. Mm. Alors c'est souvent une qualité qui va être reprochée dans la société civile, de se dire, ah, celui-là, lui, il se prend pas pour de la merde. Mais pour être un champion, je pense qu'il faut croire en soi plus que les autres vont croire en toi pour y Mm. arriver. Parce qu'il y a des moments où il y aura que toi qui peut trouver la solution et il y a que toi qui peut te transcender en te pensant meilleur qu'un autre. Ok. Pour moi, c'est tout ça qui fait un champion. C'est pas forcément quelque chose de seulement, on va dire, euh, comment dire, c'est pas quelque chose qui est totalement positif d'être un champion. Je pense qu'il y a pas mal d'aspects Ouais.
qui pourrait gêner ou qui pourrait être mal vu dans la société civile. Ouais. C'est quand même très particulier, hein, ce, ce statut-là de vouloir écraser la concurrence et être le meilleur. On n'y arrive pas en étant un gentil garçon, par exemple, qui Et n'existe ju- pas. Mm. Mais toi, justement, qui as un peu parcouru le monde bah, pour suivre ces athlètes, par définition, tu étais avec les athlètes français, mais tu as pu voir, j'imagine, comment ça se passait à l'étranger. Souvent, on va dire qu'en France, on a un peu du mal un peu avec nos champions, justement, et avec cet ego, cette visibilité-là. Est-ce que, justement, c'est quelque chose que tu as pu ressentir par rapport à ce que tu as vu à l'étranger ou non? Pas forcément. Après, il y a déjà aussi tout un parcours pour arriver à être le Français qui va avoir le droit de disputer les compétitions à l'étranger. Donc, à mon avis, quand un athlète français se retrouve dans des compétitions internationales à l'étranger, il est déjà en passe de réussir. Ça veut dire Mm. qu'il a déjà éliminé pas mal de monde sur son chemin. Après, pour faire une comparaison avec les autres nations, je pourrais pas être assez précis. Je pense que ça dépend de discipline, ça dépend de caractère. Mais ce qui est sûr, c'est que la mentalité dans le sport français est en train de changer. Euh, Sans doute aussi parce qu'on a eu pas mal de réussites dans beaucoup de sports et qu'aujourd'hui, on ne s'excuse pas de gagner en France comme on a pu le faire il y a une vingtaine, trentaine d'années, par exemple. Mm. Et justement, pour donner un peu de contexte, à un moment donné, Kylian Leblouch, qui est l'entraîneur de Chirine, dit que tout ça, ça doit venir d'elle. Et il dit un grand champion, c'est quelqu'un qui prend des décisions. Qu'est-ce que ça t'a évoqué? Alors ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, c'est le système du judo qui est un système essentiellement fédéral. Mhm. C'est-à-dire que tous les meilleurs jeunes Français sont regroupés en équipe de France très tôt pour que l'équipe de France ait à disposition les meilleurs. Mais c'est aussi des jeunes qui fonctionnent avec des clubs, Ouais. notamment le Paris Saint-Germain en France qui a la plupart des meilleurs judokas français. Et donc, c'est un équilibre à trouver entre l'équipe de France et le club qui, en général, aussi paye évidemment le judoka pour qu'il dispute quelques compétitions avec le club et pour qu'il s'entraîne un peu avec le club. Et ce que veut dire Kylian là-dedans, c'est que à un moment donné, quand on arrive à un certain niveau, on doit plus se laisser porter par le planning qui a été fait pour nous. On doit générer ce propre planning. Donc, c'est à un moment où Chirine, elle sent que le système fédéral n'est peut-être plus adapté à elle parce que certes, elle va être mise dans les meilleures conditions pour arriver au top, mais elle se dit que peut-être que si elle garde un peu le système fédéral et qu'elle est un peu plus présente au club avec Kylian Lebloux, qui est son entraîneur de confiance, pour travailler des choses spécifiques, essentiellement pour elle, pour sa progression, pour améliorer son judo, elle y gagnerait davantage. Et donc, elle a pris cette décision d'aller parler à la fédération et de dire, je veux être sorti du système fédéral pour plus m'entraîner avec mon club Mhm. parce que je sais que c'est meilleur pour mon projet et pour ma finalité qui est de gagner la médaille olympique. Donc ça, c'est une grande décision de championne parce que il faut avoir des billes pour pouvoir le faire. Il faut voilà, avoir quand même un petit palmarès pour que on se dise, OK, elle sait ce qu'elle fait, on va lui accorder ce choix-là, cette décision-là. Donc c'est pour ça que un grand champion, c'est aussi un champion qui prend des décisions pour lui. On sait que par exemple Teddy Riner s'entraîne à l'écart du groupe France depuis des années, avec notamment des sparring. Voilà, parler d'autres disciplines, Kevin Mayer a fait le choix de s'entraîner seul, sans coach, avec son frère à Montpellier, en dehors des structures fédérales. Voilà, ce sont de très grands champions qui réussissent et qui ont donc la légitimité et le droit de faire leur propre choix, tandis que d'autres sont obligés de se plier au système, en fait. Ouais. Je trouve qu'effectivement, son cas est super intéressant, déjà parce que on le voit énormément, on la voit énormément évoluer au cours des 4 saisons. Déjà en maturité, en confiance, elle gagne progressivement, elle change de statut véritablement. Et il y a quelque chose, moi, qui m'a marqué, c'est effectivement, comme tu le disais, cette collaboration qu'il y a pu y avoir entre la Fédé et son club. Et j'ai l'impression que c'est vraiment un triple win entre cet écosystème-là.
avec bien évidemment Chirine qui est au milieu. Ouais, bien sûr. Chérie, nous, quand on commence à tourner avec elle, on est à la rentrée 2020. C'est la petite junior qui arrive sur la pointe des pieds chez les seniors. Ouais. Chirine, elle est pas du tout programmée pour faire Tokyo. Au final, elle va avoir une grande réussite, c'est qu'elle va gagner les championnats d'Europe en étant remplaçante à la base. C'est parce qu'il y a une autre Française du groupe qui se Mm. blesse, qu'on l'appelle, et que finalement on rajoute une participante chez les 40 moins de 48 kilos. Et donc elle les gagne à la surprise générale. Et cette victoire-là l'a fait tout de suite devenir challenger numéro un de Mélanie Clément, qui était la numéro un chez les moins de 48 kilos à ce moment-là. Et donc, elle va la doubler et elle va partir à Tokyo. Euh, donc, ouais, Chérine, elle a totalement évolué. Et en fait, elle a gagné son autonomie, sa manière de prendre en main sa carrière grâce à ses victoires, en fait. Parce qu'aujourd'hui, un athlète qui gagne, on ne peut pas lui dire qu'il est en train de prendre les mauvais choix. La fédération ne peut pas lui dire non, 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 tu vas pas aller t'entraîner avec le club, tu vas rester chez nous parce que nous, on sait. Non, ils peuvent plus faire ça. Elle est triple championne d'Europe, vice-championne du monde. Elle a gagné le tournoi de Paris. C'est des choses qu'elle a gagnées, Mm. justement, cette autonomie-là, elle l'a gagnée. Donc voilà, ça se construit aussi comme ça. Après, chaque sport est différent. Le judo, c'est un bon exemple parce qu'on sait que les deux têtes de gondole du judo, Teddy Riner et Clarisse Agbenenou, fonctionnent comme ça, c'est-à-dire en ayant euh, pris leur projet. euh, Pris la responsabilité de diriger leur propre projet en dehors de la fédération, ou en tout cas en partenariat avec la fédération, mais selon leurs propres termes. Et du Mhm. coup, c'est ces exemples-là qu'essayent de suivre les autres derrière. Il y a énormément de talents en France au judo. Aujourd'hui, si on regarde la liste des sélectionnés chez les filles, elles peuvent toutes prétendre à la médaille d'or. C'est quand même exceptionnel. Donc elles aspirent toutes à ça, en fait, à décider elles-mêmes de leur projet. Ok, génial. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'authenticité dans ton documentaire et on voit que tu es au plein cœur de l'intimité. Comment justement tu as réussi à pénétrer cette intimité qu'on sait qui n'est pas évidente, en tout cas dans certains sports. Et justement, toi, tu réussis à le faire dans différents staffs, dans les bureaux médicaux, pour incorporer tes caméras, tes micros. Comment tu as réussi à faire tout ça? Alors déjà, on a une grande chance, c'est qu'on a, on a signé un accord de coproduction avec l'INSEP, Ok. avec cette envie de pouvoir être totalement libre de nos mouvements à l'INSEP. Donc une fois qu'on a dit ça, c'est bien beau, mais il fallait encore que ça se passe. Mais en tout cas, ils nous ont fait totalement confiance. Ils nous ont donné un petit badge de l'INSEP, ils nous ont donné un bureau, une salle de montage, des studios. On a pu vraiment travailler main dans la main avec eux. Ils nous ont fait totalement confiance sur la trame éditoriale et notre façon de travailler. Donc c'était vraiment un partenariat hyper enrichissant. Et après, ce qui fait que ça se passe bien et il y a une confiance qui se crée avec les athlètes, c'est qu'en fait, on a du temps. On a du temps pour discuter hors caméra, on a du temps pour mettre en place des choses. Ils voient qu'on n'est pas là pour un jour, deux jours, trois jours, comme ça peut être le cas quand ils vont Mm. faire un reportage pour une émission ou une interview radio ou autre. On est là, en fait, nous. On est là tout le temps, on se croise dans les salles, à la cantine, sur les terrains d'entraînement. Et on peut parler en off. Et finalement, le moment où on sort les caméras, ça devient un moment facile parce qu'en fait, on en a eu plein d'autres moments en dehors de ça. Euh, et il y a le fait aussi que d'année en année, la série a évidemment pris en réputation. C'est une série qui est devenue très connue, notamment au sein de l'INSEP, et que voilà, les nouveaux arrivants de champions savaient aussi la qualité de notre travail et savaient que, Mhm. il fallait qu'ils nous fassent confiance. Et en voyant aussi ce que les autres donnent, ils se disent, ah bah oui, s'ils ouvrent ça, moi je suis un peu obligé de l'ouvrir aussi. Ça peut fonctionner comme ça. Par Mm. exemple, cette saison, on a incorporé Sarah Balzer, la Ouais. numéro. Alors, elle est passée numéro 2 mondiale juste avant les Jeux au sabre en escrime, qui n'avait jamais ouvert les portes de sa maison à Strasbourg, où vit sa maman. Et je pense qu'en voyant les saisons précédentes, quand je lui ai demandé, elle s'est dit, OK, on va le faire. On va le faire et ça sera bien.
Et voilà, je sais pas si tu as vu la séquence, Oui, bien mais sûr. c'est dans les derniers épisodes de cette saison. Ça, c'était un gros effort pour elle, parce qu'après, évidemment, ils mettent pas tous le curseur au même niveau. Il y en a pour qui c'est très facile de montrer les proches ou d'autres choses, et pour certains, bah voilà, c'est plus compliqué ou il y a plus de réserves. Mais en tout cas, ils m'ont tous donné plus que ce qu'ils auraient dû me donner. C'est ça qui est beau, moi, je trouve. Ok, parce qu'effectivement, on voit l'importance de l'entourage des athlètes. Et moi, il y a un athlète tout particulièrement dont l'entourage m'a marqué, c'est celui de Timothée, l'athlète paralympique. Parce qu'effectivement, lui, il a plusieurs guides. Il y a des choix aussi qui se font par rapport à ces guides. Finalement, moi, c'était quelque chose que je connaissais de très peu. Je ne savais pas comment ça se passait. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant, effectivement, de voir à quel point il avait une relation forcément importante, mais qui lui aussi devait prendre des choix, un peu comme un chef d'entreprise finalement. Ouais, mais c'est vraiment le bon terme que tu emploies. Timothée, c'est le chef du groupe. Ouais. Alors forcément, on va pas l'imaginer tout de suite parce qu'on se dit oh malheur, il est handicapé, le pauvre et tout ça. Alors que faut pas se mentir, Timothée, c'est lui qui dirige tout le monde. C'est-à-dire que quand il part en stage, comme on a pu le voir dans la saison 3 à La Réunion, en Martinique ou autre, c'est Timothée qui avance les frais et c'est Timothée qui décide du stage et qui décide de ce qui va s'y passer. Alors évidemment, en concertation avec son entraîneur et son staff. Et là aussi, il a fait un grand choix dans sa carrière. Après 11 années de travail avec son premier coach, Artemon, il a Mm, décidé de passer avec Dimitri Lemonnier. mm, Mais voilà, c'est vraiment lui qui est maître de son projet. Et voilà, des guides, il en a beaucoup. Et il fait deux épreuves. À un moment, on va lui demander de choisir aussi et de lister des noms pour disputer les jeux. Et c'est des décisions qui sont très difficiles à prendre, mais c'est lui qui les prendra. mm. C'est lui qui va décider qui sera son guide sur 100 mètres, qui sera son guide sur 400 mètres. Ouais, ouais, franchement, tu as eu le bon terme en tant que chef d'entreprise. Ouais, c'est vraiment ça. Ouais, et hyper intéressant. Justement, le fait que tu sois à l'INSEP avec ces différentes disciplines, je trouve que vous réussissez vachement à montrer cette mixité dans les différentes disciplines de l'INSEP. Déjà parce que au début, les athlètes sont plus jeunes que dans les athlètes, enfin, les saisons suivantes. On voit notamment la scolarité où bah, il y a un mélange qui se fait. Il y a aussi ces moments que je trouve très intéressants au self, où il y a ces moments de partage. On voit justement pendant la Coupe du Monde du Qatar, etc., où il y a des athlètes qui ne font pas partie, on va dire, de la team champion, mais avec qui on peut voir les échanges. Et il y a surtout, en fait, de manière un peu plus lointaine, quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'on voit ce mélange avec les disciplines. Il y a deux passages qui m'ont marqué. C'est notamment un passage avec une chorégraphe qui accompagne Sacha Zoya. Et surtout, sur cette dernière saison, je trouve que c'est super inspirant. C'est Colline de Villars qui travaille avec Ladji Doucouré sur ses courses. Et moi, ça m'a beaucoup inspiré parce que je me suis dit, Ladji Doucouré, c'est l'athlète. Et finalement, je me dis, bah, peut-être que si elle gagne une médaille, bah, on pourrait un peu dire que Ladji Doucouré a gagné une médaille en gym. Et j'aimerais savoir finalement, toi, ce que tu en penses, mais aussi qu'est-ce que pensent les athlètes de tout ça. Ah, moi, j'en pense que du bien, parce que, pour rien te cacher, si Colline arrive dans la série, c'est aussi parce que je sais ça. Je sais qu'elle travaille avec la J, donc j'imagine des connexions naturelles. Ouais. On n'a pas envie de jeter un nouvel athlète comme ça dans la série en se disant il n'a aucun rapport avec les autres. On fonctionne un peu comme une série de fiction aussi. Quand un nouveau personnage arrive, c'est parce qu'il a un rapport ou des rapports avec d'autres qui sont déjà là. Et voilà, on essaie de travailler comme ça. Et Colline, pour moi, le choix, il s'est fait hyper naturellement parce que justement, il y avait cette connexion avec Ladji. Elle était dans le même club que Lucie, donc, qui est notre gymnaste depuis la saison 1. Et puis, je connaissais par ailleurs sa personnalité. On l'avait déjà eu dans une petite séquence aux Étoiles du Sport en saison 3 avec Mhm. Mathilde. Donc voilà, je l'ai toujours surveillé et quand on nous a challengé pour mettre de nouveaux athlètes et des athlètes médaillables au jeu, voilà, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion. Et pour revenir sur ta question, le travail entre différentes disciplines, moi, mais c'est ce que je préfère. C'est ce que je préfère parce que je trouve qu'il y a un truc de vulnérabilité
et d'échange qui est super beau. La gym, il connaît rien à la gym. Il y connaît Mm. absolument rien. Il peut pas te décrire une figure sur le cheval d'arçon. Par contre, il peut te parler d'appui, il peut te parler de marque, il peut te parler de technique de course. Et l'épreuve reine de Colline, c'est ça. C'est savoir euh, courir et sauter. Et donc, les voir travailler ensemble, c'était super touchant parce qu'en plus, ça va au-delà, et on le voit dans la saison 4, ça va Mm. au-delà du rapport coach à, euh, à élève. C'est aussi pour elle un confident, quelqu'un avec qui elle va pouvoir parler de la gym sans filtre, sans avoir besoin de prendre des pincettes. Parfois aussi pour se plaindre de ses relations avec ses coachs euh, quand ça va pas. Donc, ouais, moi, c'était vraiment quelque chose que je voulais montrer et je trouve que même c'est inspirant aussi pour les gens en général de se dire on a tous à apprendre de quelqu'un qui est spécialiste dans un domaine et qui peut venir dans le nôtre pour nous aider et pour nous faire grandir. Et je trouve que ce message-là, il est assez joli et ces deux athlètes-là, en tout cas, l'illustrent bien, quoi, Ladji et Colin. Ouais, je trouve que c'est un des moments qui m'a le plus marqué, moi, je pense, dans cette saison 4. Parce que, comme tu l'as dit, ça va au-delà de la gym. Parce que d'une part, il y connaît rien, mais aussi parce qu'il n'a aucun droit, en fait. Il peut rien dans ses décisions. Il va pas influer qui que ce soit. Et du coup, je me reconnais un peu là-dedans parce que moi, en tant que kiné, j'ai aucun droit sur la sélection d'un athlète ou non. Et du coup, effectivement, je retrouve un peu cette confidence qu'il peut y avoir entre un athlète et un coach de manière encore plus authentique finalement. Ouais, et puis pour rebondir sur ce que tu dis, les moments aussi passés avec les kinés, avec les physios, avec le staff médical en général, c'est souvent des pépites pour nous, les réalisateurs et les gens qui tournent en immersion auprès d'athlètes. C'est parce que c'est des moments où les athlètes sont posés, sont calmes, ils n'ont pas besoin de beaucoup connaître la personne pour se livrer. C'est des situations finalement où ils ont envie de parler et parfois, il arrive que, j'ai cet exemple en tête, mais par exemple, au Japon, quand on est avec Chirine, je découvre en fait son kiné, je le connais pas. Je le connais pas, je connais pas ce kiné-là. Je connais l'autre kiné qui n'est pas sur le stage. Et ce jeune homme-là accepte évidemment qu'on filme parce que voilà, il connaît la série, il connaît Chirine. Et ça donne tout de suite un moment hyper naturel et qui nous fait avancer dans l'histoire. Et c'est souvent, alors ça c'est pas pour te flatter, mais c'est souvent des personnes qui réfléchissent bien et qui permettent aux athlètes de se poser les bonnes questions, Mm. de faire le point sur des choses. Et nous, les réalisateurs de documentaires, on adore ça parce que c'est tellement plus simple pour faire avancer une histoire d'avoir une bonne discussion entre deux personnages plutôt que d'essayer de l'expliquer par du montage ou par du texte ou par Mm. démontrer par A plus B. Voilà, deux personnes qui se parlent, dont une personne qui est qui est un peu extérieure, mais en même temps un peu à l'intérieur et qui a ce recul et cette qualité d'analyse. C'est pour ça que moi, bah, tu le vois, hein, il y a énormément de séquences avec le staff médical parce que c'est tout le temps euh, très très bon en termes de storytelling. Ouais, carrément, carrément. Et tu vois, moi, ça fait plus de 60 épisodes que je fais avec des confrères des différentes disciplines. Et ce que j'ai pu noter, c'est qu'il y a une vraie différence dans les cultures des différents sports. Et toi qui as été avec autant de disciplines olympiques, quels sont les points communs et les différences que tu as pu noter sur ces disciplines olympiques, notamment justement sur cette question de culture, mais aussi peut-être de management et de relationnel avec les athlètes? J'ai pas noté énormément de différences, Ok. sans doute parce que notre point commun, c'est l'INSEP, et donc tout est plus ou moins centralisé à l'INSEP, c'est-à-dire les entraînements, les soins, euh, même au-delà, si on veut parler d'aspects psychologiques ou prépa-mental, il y a des choses aussi qui se passent là-bas. Après, je ne sais pas si tu as des exemples peut-être plus spécifiques, je pourrais essayer de rebondir, mais pour moi, je vois surtout des athlètes qui se préparent et qui mettent tout en place
pour se préparer avec bah, les petits bobos quotidiens qu'ils doivent surmonter pour y arriver, quoi. Mais je vois Ok. pas vraiment de différence entre les disciplines, en fait. Ok. Et justement, cette relation au niveau coach, est-ce que, il y a beaucoup de discussions qui peuvent se faire de manière même informelle ou pas nécessairement? C'est-à-dire entre l'athlète et son Non, coach. non, entre les différents coachs des disciplines. Alors ça, je l'ai pas trop vu. Tu vois, même avec l'AJ, j'ai pas réussi à documenter des moments où il va discuter avec les coachs de la gym. Je l'ai vu passer une tête de temps en temps sur des entraînements de gym notamment. Mais je pense que, en tout cas, tout ça doit se passer. En tout cas, moi, je ne l'ai pas constaté. Mais je sais qu'il y a de plus en plus d'échanges entre les disciplines pour essayer de se tirer vers le haut. Et aussi, chose qu'il ne faut pas oublier pour changer la tête des athlètes. Souvent, la routine, c'est vraiment quelque chose qui est très néfaste à l'athlète de haut niveau. Je sais que par exemple, la gym euh, travaille beaucoup avec l'équipe de France d'escalade. Ça a Mhm. été mis en place cette saison pour sortir un petit peu les filles du gymnase et d'aller faire une activité ludique qui en même temps peut les faire progresser sur voilà, des aspects de prise euh, et autres. Je sais que Dimitri Demonière, l'entraîneur de sprint, aime beaucoup aussi faire des activités parallèles pour motiver ses gars, mais ça peut être des choses très ludiques. Mhm. Je me rappelle qu'en Martinique, il avait fait organiser une sortie en jet ski pour l'équipe, ce qui était assez fun, sachant que Timothée est non-voyant. Voilà, il y a aussi cet aspect aussi stimulation dans le fait de travailler quelque chose entre des disciplines différentes. Après, ouais, on en parlait, il y a évidemment les services qui sont offerts par l'INSEP, notamment par rapport à la danse, ces choses-là, prépa mentale, prépa physique, des choses que peuvent se rajouter euh, un peu en plus, en bonus, les athlètes. Ce qui a été très intéressant en revanche, c'est de constater comment le breaking est devenu un sport à part entière en rentrant dans l'INSEP, c'est-à-dire qu'on a Mhm. des athlètes qui étaient considérés euh, comme des athlètes, mais comme des athlètes entre guillemets, avant tout des artistes, et ils ont pris place dans l'INSEP en se disant comment on va pouvoir utiliser ça pour maximiser nos performances. Et donc, moi, j'ai constaté ça avec Sarah. Sarah, elle s'est infligé un programme de prépa physique qui mêlait danse et prépa physique, par exemple, dans la salle de réathlétisation de l'INSEP avec un coach sportif qui ne connaissait rien à la danse, mais qui lui avait construit un parcours, notamment de cardio, où voilà, elle enchaînait les différents ateliers très très physiques, où elle terminait avec un passage de danse qu'elle devait faire presque épuisé pour justement réussir à passer ses mouvements dans l'effort, dans la fatigue. Et donc là, on voyait différents services travaillant ensemble. On voyait le coach de break, le coach sportif, Sarah qui travaillait main dans la main, et c'est assez beau à voir. C'est assez Mhm. beau. Il me semble qu'on le voit ça dans la saison 3. Ça, on le voit dans saison 3. Ouais. C'est à l'époque où elle avait encore son coach, Omar, avant qu'il soit limogé par la fédé de danse. Et justement, tu parles de préparation physique, on l'aperçoit enfin, à un moment donné dans la saison 4, il me semble. Est-ce que les préparateurs physiques sont affiliés à une fédé ou est-ce que c'est les préparateurs physiques de l'INSEP et qui reçoivent tous les athlètes? Je pense que c'est un peu des deux. D'accord. Je sais qu'à l'INSEP, il y a évidemment ce pôle à la réathlétisation, donc qui est dans la halle, où il y a une team de prépa physique avec cette team avec laquelle les athlètes aiment beaucoup travailler. Donc, je sais que c'est le cas de Sacha Zoya. On le voit au début de la saison 4 là, qui travaille notamment avec son groupe là-bas. Sarah Balzer, évidemment, qui travaille tous les jours là-bas. Mais voilà, on le disait aussi, Sarabi, la breakeuse, travaille là-bas. Chirine, elle a décidé que c'était la partie qu'elle externalisait. Elle travaille Mhm. essentiellement avec son club là-dessus. Et après, chaque fédé aussi peut proposer ce service-là. Euh, mais le fait d'être à l'INSEP, peut-être que ça pousse les athlètes à davantage utiliser les structures là-bas. Et c'est vrai que c'est une team qui est assez jeune.
qui est très performante avec des appareils assez neufs et qui aussi est très impliquée émotionnellement. Euh, on peut le constater, mais sans vous spoiler la dernière saison, mais le préparateur physique qui est affilié à Sarah Balzer à l'escrime, il lui donne beaucoup de conseils, on le voit dans les premiers épisodes, et il va être là aussi à un moment un peu difficile dans le dernier épisode. Euh, c'est des gens qui comptent dans le staff de l'athlète, en fait. Euh, et donc, ce service-là, il est proposé par l'INSEP. Ouais. Et évidemment, c'est avant tout aussi un service de réathlétisation. Donc, c'est le passage obligé pour les athlètes quand ils sont entre, on va dire, la guérison et la reprise de la compétition. Et ça, on l'avait vraiment vu, nous, en saison 3 quand le guide de Timothée, Bruno Napri, s'était blessé gravement Mm. et qu'il avait dû revenir à la compétition. Et donc, il avait squatté cette salle pendant des semaines et des semaines pour revenir au top, pour espérer à nouveau courir des courses de haut niveau. Justement, tu parles de Bruno, qui est un des guides pour Timothée et qui lui permet d'ailleurs de remporter une médaille à Tokyo. On le voit se blesser et perdre sa place dans le groupe. En tout cas, moi, c'est voilà, c'est un rôle qui m'a vraiment intéressé et je pense que ça serait intéressant pour moi et pour les auditeurs de pouvoir discuter de tout ça avec eux. Mais pour centraliser le propos, justement, on voit beaucoup l'aspect de la blessure dans ton documentaire, chose qui m'a forcément intéressé en tant que kiné. Et on voit qu'ils se blessent à des moments plus ou moins clés de leur carrière et de leur saison. Et encore une fois, tu as été vraiment dans cette intimité-là, que ce soit avec eux, vraiment dans leur chambre ou voilà, à proximité et seul avec eux, ou même avec le staff médical, comme tu le disais. Est-ce que tu peux nous dire justement ton point de vue, toi, externe, sur l'impact de la blessure d'un sportif de haut niveau? Tu dois le savoir mieux que moi, mais un athlète de haut niveau, c'est quelqu'un qui est blessé tout le temps, en fait. Ouais. Alors après, il y a des degrés de blessure, mais c'est quelqu'un qui vit avec la blessure. Et c'est d'ailleurs Ladji Doucouré qui, dès le premier épisode de la saison 1, faisait cette tirade en disant que la performance vivait avec la blessure. C'est-à-dire une relation, il disait, c'est comme l'amour et la haine, quoi. C'est une ligne de crête. C'est plus on pousse, plus on pousse, plus on pousse, plus on va arriver au moment où on va atteindre la performance, mais aussi plus on pousse, plus on risque aussi d'arriver au moment où on va se blesser. Et donc, cette blessure, ils vivent, enfin, la blessure en général, ils vivent avec depuis toujours, en fait. Et dans des sports beaucoup plus que d'autres, peut-être, j'imagine, j'ai l'impression que la gym, c'est quand même tellement contraignant pour le corps qu'il y a des petits bobos tout le temps et que finalement, euh, les filles me disent beaucoup qu'elles font malgré la douleur. Elles emploient ces termes-là. J'ai l'habitude de faire avec la douleur, donc je fais, en Mm, fait. Et leur corps se renforce et se construit autour de douleurs, de blessures. Euh, mais ouais, moi, la blessure, je trouve ça. Alors évidemment, après, il y a des ressorts en termes de narration qui sont hyper pratiques, entre guillemets, pour créer des rebondissements, des histoires de résilience, ce genre de choses. Mais ça reste quand même une réalité. Le sportif de haut niveau vit avec la blessure presque tout le temps. mm. Parce qu'effectivement, tu parles de la gym avec des volumes d'entraînement hyper importants, et je crois qu'il n'y a aucune des trois gymnastes que tu suis qui ne se blesse pas au cours des saisons. Ah oui, oui, c'est sûr. Et puis, en plus, on vous épargne pas mal de petits pépins, hein. Souvent, quand on traite la blessure, c'est qu'il y a quelque chose qui va ralentir le parcours, qui va empêcher le personnage de suivre la route qu'on lui avait tracée avant, parce que sinon, il y a tout le temps des petits bobos. Euh, mais ouais, 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 c'est... Mais la gym et les autres, hein, ils sont tout le temps, ils sont tout le temps à la limite d'être blessés ou blessés. Mm, mm. Oui, oui, et surtout dans des périodes souvent, alors effectivement, peut-être pour un côté de narration, mais proche des compétitions. On voit notamment dans la dernière saison Sarah qui a sa douleur au niveau de la hanche et de l'ischio et qui malgré tout bah, fait cette compétition. Moi, ce que je trouve très intéressant là-dedans, c'est que son coach, en fait, lui donne des consignes qui la perturbent beaucoup justement sur les amplitudes de fente, etc., quand elle tire.
chose qui l'embête énormément, mais qui, pour moi, avec mon œil de kiné, et j'ai pas toutes les informations, bien évidemment, mais je pense est une des raisons pour laquelle elle a ces douleurs-là. Et je trouve ça intéressant, effectivement, qu'il l'amène à aller explorer d'autres choses que des choses, comme elle le dit très bien, entre guillemets, des choses que je sais faire. Ouais, sur cette compétition en particulier, la dernière à Athènes, elle a surpris tout le monde parce qu'elle a eu une escrime totalement imprévisible. Et d'ailleurs, on le voit qu'elle se balade face aux étrangères, beaucoup plus que face aux Françaises qui sont au courant de ce problème-là. Mais les autres sont totalement surprises. Je suis pas spécialiste de l'escrime, mais elle est dans une escrime vachement plus resserrée, moins ample et beaucoup plus tactique. Sarah, ce qui est super intéressant avec elle, c'est qu'en fait, la blessure c'est paradoxal, hein, mais lui a fait franchir un cap. C'est-à-dire qu'elle se fait les croisés en 2017. Sarah, Ouais, elle est pas jeune, hein, elle a 30 ans, 29-30 ans. 29 ans. Ouais. Elle se fait les croisés en 2017 alors qu'elle fait ses premiers championnats du monde. Elle est sur la pente ascendante. Et là, tout s'écroule et elle n'arrive plus à retrouver le haut niveau pendant 2 ans. C'est 2 ans de doute, c'est une année pour s'en remettre et une année où elle est vraiment dans le doute, où elle n'arrive pas justement à avoir ses mouvements de fente comme elle désire le faire, où elle a peur que son genou se répète et tout ça. Et donc, elle s'est créée autour d'elle une carapace de travail, de prépa physique, de prépa mentale pour vivre en fait avec cette crainte et la surpasser. Et en fait, elle est passée comme ça d'une joueuse forte, prometteuse, mais finalement qui n'avait pas encore performé, à la meilleure sabreuse du monde entier. Et je pense, j'ai posé cette question à pas mal de personnes autour d'elle, et évidemment, personne ne peut me dire que c'est la vérité, mais je pense que sans cette blessure-là, cette rupture des ligaments croisés, elle n'aurait pas pu atteindre ce niveau-là, parce qu'elle aurait peut-être pas eu autant d'implications à bosser pour se préserver et pour être encore meilleur et pour ne plus avoir la crainte de se reblesser. Et donc ça, je trouve que c'est vachement intéressant avec elle et c'est pour ça qu'on a voulu suivre cette trame-là aussi avec elle en se disant que à chaque fois qu'elle allait avoir un petit pain, ça allait générer chez elle des émotions de crainte, de stress qu'il allait falloir combattre et trouver des solutions pour continuer à être dominante dans son sport. Ouais, parce qu'effectivement, on voit cette résilience au cours de la saison, mais on n'a pas forcément les backstage. Tu parles un moment, enfin, c'est elle qui parle de cette blessure en 2017, qui montre cette résilience. Et effectivement, on ne peut pas le savoir, mais on peut présupposer que ça lui fasse passer un cap. Et moi, en fait, ce que je trouve intéressant sur ces 4 saisons, c'est qu'on voit qu'effectivement, des Jeux Olympiques se préparent sur plusieurs années, mais que la vérité, c'est qu'il faut être là au momentum. Ouais. Et moi, c'est quelque chose que je retrouve beaucoup aussi avec mes athlètes, où au final, 2 ans, ça peut paraître hyper long, et c'est très long. Mais si c'est placé, entre guillemets, au bon moment, dans ta carrière et potentiellement dans tes objectifs, on va dire, olympiques, et ben en fait, ça peut être véritablement être une bonne chose pour toi. Et c'est pour ça que j'aimerais que les auditeurs, notamment tous les sportifs, prennent conscience de ça. Parce que moi, j'ai vu des sportifs arriver en fait à signer des contrats professionnels, arriver à percer dans un groupe professionnel, alors que quand ils avaient 15, 16, 17 ans, c'était personne. Mais par contre, sur les années phares, notamment je parle du football, parce que c'est ce que je connais davantage, mais en U18, U19, et sur leur passage dans le football d'adulte, eh ben, c'est à ce moment-là qu'ils ont répondu présent, alors qu'on ne les attendait pas du tout. Et donc, effectivement, ça fait ce parallèle-là qui donne, je trouve, beaucoup de courage et beaucoup d'encouragement, même dans des périodes qui sont difficiles comme la blessure. Ouais, t'as totalement raison. Et en fait, moi, je trouve que on parle beaucoup d'être prêt le jour J, notamment pour les Jeux, hein, d'arriver à ce pic de performance à ce moment-là. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut savoir gérer pour des sports olympiques qui sont peu suivis le reste du temps, Mm. où on sait, par exemple, l'escrime, on le voit cette saison. Alors, Orléans, c'est une grosse compète, donc quand on y va, on prend quand même l'ampleur du truc. Mais quand on est à Athènes, qui est une étape de la Coupe du Monde, où il y a allez, 300 personnes pour être gentil dans les tribunes, et on sait que la majorité, c'est des escrimeurs qui ont été éliminés la veille. Voilà, c'est quand même, on est quand même dans un monde assez anonyme.
Mm. Là, dans quelques jours, elles vont se retrouver au Grand Palais avec la pression de dire l'escrime, c'est le sport qui rapporte le plus de médailles à la France. Mm. Donc toute l'attention des Français va être tournée vers ces filles-là, vers ces garçons-là. Et il va falloir gérer ça. Mais ce que je voulais dire, c'est que, en fait, plus qu'être prêt le jour J, il faut surtout être prêt à gérer l'imprévu le jour J. Et Ouais. c'est ça qui est important pour eux. C'est-à-dire, on en parle un petit peu, et c'est le préparateur physique de Sarah Enguerrand qui le dit assez vite dans la saison. Il le dit, c'est bien aussi de travailler sur quelque chose que tu n'as pas prévu. Tu sais pas, tu peux te retourner un orteil la veille de la compète. Ah, tu dois bosser avec un orteil foulé euh, le jour J. Donc, c'est toutes ces choses-là qu'il faut aussi mettre en place pour réussir à garder cette confiance, cet état d'esprit le jour des Jeux Olympiques. Et on parle du physique, mais ça peut être dans la tête, ça peut être même des choses de la vie de tous les jours et qui peuvent parler aussi aux auditeurs. Une engueulade avec une conjointe ou un conjoint, la famille. euh, voilà, un drame de la vie de tous les jours aussi, un problème physique, on en parlait. Et ce truc-là, il faut que tu l'amènes avec toi et que tu l'oublies le Mm. jour de la compétition. Et ça c'est assez, moi, je trouve que c'est assez fou et c'est assez effrayant en fait quand on n'est pas habilité à être un sportif de haut niveau. Là, je m'imagine une jeune escrimeuse, jeune escrimeur qui va découvrir le Grand Palais blindé avec énormément de bruit, alors que toute sa vie, il a tiré sur des pistes où on entendait des mouches voler, quoi. Pareil pour la gym, dans Bercy, plein à craquer avec des drapeaux, des lumières, Simone Biles à côté. Euh, voilà. Moi, rien que d'en parler, là, je stresse pour elle, quoi. Tu vois. Ouais, je vois. Mais effectivement, il y a ce parallèle, j'imagine, entre ce que tu peux vivre dans le direct, on va dire, et de ce que tu peux voir dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, effectivement, bah, tu parlais des clubs, notamment dans le judo, qui vont payer les judokas, mais il y a un gros impact lié au sponsoring, au partenariat. Tu parlais de Sarah, je sais qu'elle est égérie de Dior, il me semble. Donc effectivement, ça lui met une certaine visibilité, etc. Et ça montre effectivement une certaine starification. Et bien évidemment, c'est une athlète qui a 29 ans, qui est beaucoup plus mature. Mais justement, il y a quelque chose qui m'a marqué dans la première saison. C'est le directeur de l'INSEP qui parle de cette starification et notamment la starification de certains jeunes. Forcément, on pense à Sacha Zoya, peut-être d'autres, mais en tout cas, c'est celui qui m'est venu en premier. Comment justement l'INSEP gère cette starification? Bah, ils la gèrent comme ils peuvent. Je pense que Sacha, tout ce qui lui arrive, déjà, il le mérite. Et c'est aussi un excellent produit marketing parce que voilà, il a ce côté international, il a ce charisme, cette vista, ce côté spectaculaire aussi dans son sport. Euh, donc évidemment, les annonceurs, les sponsors viennent le chercher, il en profite, euh, il construit aussi sa carrière grâce à ça. Mais je sais, et on en a discuté ensemble, que il a besoin de mettre des résultats à côté de tout ça pour justifier aussi un peu tout ça. Et aujourd'hui, évidemment, il va pas refuser de croquer dans le gâteau, il va pas refuser de prendre des gros contrats, il va pas refuser qu'on expose son visage. C'est même pas du 4 par 3 là. Je sais pas si tu as vu, mais les récents affichages de la campagne de son sponsor, on l'a vu notamment sur la gare de Lyon ou à côté du périphérique avec des gigantesques posters où on voyait son visage. Ça, il peut pas le refuser. Il- Et en même temps, il a les épaules pour l'assumer. Hmm. Mais il sait très bien que toute sa vie, il s'est entraîné pour une finale qui va durer 13 secondes ou moins. Donc il sait très bien que il faut qu'il réponde présent à ce moment-là et qu'il n'a pas le droit d'être gêné par le buzz médiatique, par une petite blessure, par la tête qui peut flancher, par
l'idée de se dire ah, il faut peut-être que je mette un peu plus sur ce départ parce que le départ dernier, non. Il faut que le jour de la finale, tout soit très clair dans sa tête et qu'il ait juste à courir et à essayer d'accrocher cette médaille. Et ça, c'est quand même une énorme pression, mais il en est capable. Mm. Et justement, dans une compétition, il me semble dans la saison 4, on voit qu'il est pas serein et qu'il veut pas forcément faire la compétition. La G lui dit de la faire et qu'il n'y a pas de négociation possible. Mais on voit effectivement que lui, il est pas serein de se montrer sous un moins bon jour. Et je me posais la question si effectivement, selon toi, c'était pas lié justement par rapport à son statut. Alors, on pourrait penser que c'est ça. Moi, je le pensais aussi d'abord. Mais en Ouais. fait, Sacha, il a une éducation à l'athlète qui est très différente de celle qu'on connaît en France. En France, souvent, on va faire des premières courses, notamment sur le 110, pour voir où on en est. Voilà, on fait une première course. Peut-être qu'on va faire un peu de salle sur 60 euh, en hiver, même si ça nous donne pas trop d'infos. Ça permet de travailler le départ, tout ça. Mais en tout cas, les premières courses d'été, on va sortir, on va voir où on en est et on va faire les réglages en fonction. Sacha, il réfléchit différemment. Il veut pas sortir avant que tout soit parfait. Donc D'accord. là, Ladji l'a ramené un petit peu à la raison en disant que bah, là, tu n'as plus le choix, maintenant il va falloir y aller. Mais il a cette philosophie-là parce qu'aussi il a grandi dans un circuit qui était un peu différent, où il avait moins de concurrence, où c'est l'Australie, mais c'est la côte ouest de l'Australie, donc c'est pas non plus hyper réputé en termes d'athlètes. Donc voilà, et puis il faisait plusieurs sports, il faisait de la perche aussi, il faisait du Mm. sprint, il faisait de la danse, il faisait du kung-fu, enfin il a tout fait, Sacha. Et donc, il avait ce truc de se dire, ben, moi, je veux être propre et parfait partout avant de me présenter quelque part, notamment au conservatoire. Il a fait du ballet. Il a un peu D'accord. cette philosophie dans le 110, euh, alors qu'en France, on a l'inverse. On dit, OK, là, tu as encaissé des séances, euh, va faire un chrono. Et puis on construit ta saison en fonction de ça. Ah ouais, les trois premières haies, les appuis, je ne sais quoi. Encore une fois, je suis pas spécialiste, mais j'essaye de m'intéresser. En tout cas, voilà, la philosophie est inverse. Je pense que maintenant, il trouve un peu, il donne un peu raison à la G là-dessus aussi. Ils sont en train de se retrouver à mi-chemin. Mm. Non, mais c'est effectivement intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus, parce que je ne l'avais pas conscientisé comme cela. Et effectivement, bah, ça se rejoint par rapport à ma question au niveau des cultures. Donc, bien évidemment, c'était au niveau des cultures sportives. Mais lui, par rapport à sa trinationalité, bah, il a cet apport-là. Ce que je trouve intéressant, moi, chez Sacha, c'est qu'effectivement, il a cette il est multiculturel par rapport à sa famille, par rapport à là où il a vécu, etc. Et surtout, il a, tu parlais de montrer, un des objectifs chez vous, c'était de montrer qui sont ces jeunes champions saut 2020. Et effectivement, lui, je trouve il montre tout ça, en fait, par rapport à... On voit que c'est un showman. On voit que c'est un showman et tu vois, je connaissais pas forcément tout ce background de danse, de kung-fu et d'être multidisciplinaire aussi comme cela. Mais en fait, finalement, c'est pas du tout étonnant parce que quand on voit comment il bouge, on voit qu'il sait capter la caméra. Je pense que c'est sûrement l'un des athlètes qui était le plus facile à filmer et le plus facile à... Ouais, qui était peut-être le plus j'arrive pas à trouver le terme, mais le plus simple pour lui Le d'être plus devant à l'aise? le plus à l'aise. Ouais. Bah, moi, je dirais plutôt l'inverse. Ah ouais, C'est parce d'accord. que justement, il sait très bien ce qu'engendre l'image et tout ça, que, Ok. les tournages se passaient très bien, on avait une grande confiance et tout ça, mais et puis il a aussi une autre dimension que les autres par son statut aussi en termes médiatiques, ce qui représente en termes même de followers, tout simplement sur Instagram par exemple. Et donc il sait qu'il peut pas faire n'importe quoi, et il sait qu'il faut que tout soit cadré. Et en même temps, je te dis ça. Voilà, on arrive à montrer des choses assez folles dans des séances d'entraînement où il va tomber, où il va insulter des basketteuses parce qu'elles lui ont coupé la route sur une séance de 110. Mais une fois que voilà, on arrive à poser nos caméras, en tout cas, il
voilà, il nous laisse totale liberté. Mais c'est le côté australien est intéressant parce qu'on l'a souvent mis derrière ce côté, ouais, c'est une autre culture, c'est l'Australie, il est showman, machin. On s'est souvent caché derrière ça avec Sacha. Oui, je pense, mais je pense que c'est aussi tout un système éducatif qui est très différent. C'est-à-dire que quand la maman de Sacha s'installe en Australie, Sacha, il vit à l'australienne, c'est-à-dire l'école le matin et l'après-midi, c'est pour l'activité secondaire. Donc, ça allait du hockey sur glace à la danse, en passant par l'athlé, le foot, tout ça, des choses qu'on ne valorise pas malheureusement en en France. France. Et en tout cas, c'est pas notre système. Et très vite, Sacha, vu qu'il est bon, et ben, il se construit cette confiance en lui. Et il va être attiré par le sport, et il va être attiré par l'art, et il va avoir des amis qui sont dans la musique, et il va apprendre à mixer, et il va Mm. développer des morceaux de rap avec son meilleur ami en Australie. Et donc, tout ce truc-là de se dire, ouais, c'est un anglo-saxon, il est showman, machin, c'est aussi parce que c'est sa réalité, en fait. Mm. C'est, euh, c'est ce qu'il a vécu au quotidien, alors que nous, entre guillemets, petits Français, eh ben, on apprend à aller à l'école et en suivant bien la leçon jusqu'à 18 heures. Et puis après, si on a une heure de judo ou de foot, on est content. Et surtout, il faut s'en contenter et baisser la tête, quoi. Je critique pas le système français forcément, mais je dis que c'est deux manières de penser la vie en général Mm. et qui peuvent aussi expliquer certains comportements. Euh, Tu vois, par exemple, une fille comme Sarah Balzer, qui est une immense championne pour moi, qui a totalement confiance dans ses capacités et dans sa manière de voir le sport et de dominer son sport tant que elle n'a pas été sélectionnée pour les Jeux Olympiques, elle ne parlait jamais d'elle comme d'une fille qui allait faire les Jeux Olympiques, alors qu'elle a été numéro un mondial et que dans le règlement, la numéro un mondiale va automatiquement aux Jeux Olympiques. C'est une autre manière de penser. Mm. Sacha, il avait fait les minima, certes, euh, en fin de saison passée, mais il fallait qu'il prouve son état de santé, qu'il fasse de bonnes courses pour que la fédération le sélectionne. Mais Sacha, à aucun moment, il a pensé qu'il ne serait pas aux Jeux Olympiques. Il l'a peut-être dit comme ça pour rigoler, mais il savait qu'il allait y être. Mais pour qu'il y soit, il fallait qu'il fasse quand même des courses de très haut niveau. Mais pour lui, c'était pas un problème. Donc, c'est deux manières Mm. de voir la vie, de voir le sport. Après, ça peut aussi générer des drames colossaux. Si Sacha, il n'arrive pas à remonter en demi-finale des championnats de France, bah, peut-être, du coup, il va pas en finale. Et malgré le fait qu'il fasse les minima, est-ce que en finale, quelqu'un peut pas faire quelque chose de fou et pousser la Fédé à dire bon, Sacha, t'as fait les minima, mais t'as pas fait une bonne course cette saison, on te prend pas? Peut-être. Je le pense pas. Je pense qu'il l'aurait envoyé quand même, mais c'était un risque, hein. C'était un risque. Mm. Ouais, je vois très bien. Et justement, on parle d'image avec ces athlètes-là. À un moment donné, il me semble que c'est dans la saison 3, on voit une session de média training où justement, bah, le coach dit, j'ouvre les guillemets, c'est dire ce qu'on veut dire et pas ce qu'on veut nous faire dire. Il me semble, tu connais mieux le milieu que moi, mais que malgré tout, le média training, c'est quelque chose d'assez récent dans l'histoire du sport, et notamment cette importance bah, de l'image des réseaux sociaux. Est-ce que finalement, il n'y a pas un risque que ces athlètes-là, avec ces entraînements de média training, soient trop lisses et trop conformistes? Je suis d'accord avec toi. Moi, je pense que le média training, ça peut aider des athlètes qui, par ailleurs, ont une personnalité un peu pudique, un peu timide, un peu réservée. Ça peut leur permettre de vivre l'exercice médiatique de manière plus légère et de pas s'en préoccuper. Après, je pense que les athlètes qui sont à l'aise avec leur image, qui sont à l'aise avec qui transmettent aux gens, il faut pas tomber là-dedans. Ça sert pas à grand-chose. Hmm. Moi, je l'ai bien vu avec Chérine Boucli, qu'on suit depuis 2020, qu'on a accompagné sur ses premiers plateaux télé, sur ses premières grosses euh, prestations médiatiques. Elle a toujours été la même, Hmm. c'est-à-dire qu'elle a choisi.
d'être la chérine de la vie de tous les jours devant les médias. Bah, si on arrive à faire ça, derrière, c'est facile. Mm. Parce que, parce que Chérine, elle va prendre plaisir en fait à répondre à la presse. Elle va évidemment pas tout leur dire parce qu'il faut pas tout leur dire. Parce que parfois c'est utile aussi de cacher certaines choses. Mais en tout cas, elle va se présenter comme une fille souriante, comme une fille qui parle quand ça gagne, comme quand ça perd. Ça aussi, c'est important. Mais il n'y aura pas de véritable stratégie de communication autre que celle d'être une fille disponible et accessible pour les médias. Après, ceux qui n'y arrivent pas à être comme ça, peut-être que oui, le média training, ça peut leur servir à quelque chose, mais je ne crois pas vraiment au média training du type vous avez une image à construire, vous avez un message à délivrer, voilà comment il faut le faire et voilà les techniques. Ça marche jamais. Parce que moi aussi, j'ai été journaliste sportif à devoir faire des, euh, des sujets, des reportages beaucoup plus courts que ceux que je fais maintenant. Et évidemment qu'à niveau égal, on ira toujours vers l'athlète le plus à l'aise, le plus souriant, le plus Mm. sympathique, celui que les gens préfèrent. Et, euh, et c'est ça qu'on recherche avant tout en tant que média, c'est des gens qui transmettent quelque chose au public. Donc oui, très bien, média training, ok. Moi, je dis pourquoi pas pour les gens qui sont en difficulté et pour qui ça génère un stress et un mal-être. Pour les autres, laissons-les être comme ils sont et peut-être, en effet, derrière, recadrons certaines choses avec l'entourage, les agents, la famille. Ils ont suffisamment de monde autour d'eux pour dire, hey, ça, la prochaine fois, tu vois, cette expression-là, oublie. Ouais. Tu vois, ou t'es pas obligé de partir dans les gros mots, ou ça, t'es pas obligé de t'en parler, ou au contraire, ça aurait été peut-être bien que t'en parles un peu plus. Ça aurait été sympa pour telle ou telle raison. Mais voilà, c'est tout. Laissons les athlètes s'exprimer comme ils le veulent. Mm. En tout cas, moi, c'est Ouais. mon point de vue. Ouais, en fait, finalement, d'être un peu un guide sans forcément donner la leçon. Et tu parles de créer la connexion avec le public, parce que finalement, cette connexion, elle se fait par les médias traditionnels, elle se fait par les réseaux sociaux, elle se fait aussi, par exemple, avec un documentaire comme le tien, bien évidemment. Et à un moment donné, il y a une gymnaste que tu suis sur les premières saisons qui se prénomme Mathilde et qui témoigne en disant que elle s'entraîne tellement qu'elle est en dehors de la vraie vie. Et finalement, quel est, selon toi, un peu leur monde en dehors de l'INSEP, qui semble un peu être une bulle de protection pour ces athlètes, et comment finalement ils se reconnectent véritablement au monde extérieur? C'est une bonne question. En général, les filles, notamment de la gym, sont très prises par la gym et leurs études. Elles ont déjà des emplois du temps aménagés, notamment quand elles sont encore au lycée. Donc, notamment sur l'année de terminale autour de 18 ans, ça leur arrive de faire des journées de 7 heures du matin à 21 heures en ayant 1 heure pour manger entre les entraînements de gym, les cours et parfois des révisions, ce qu'ils appellent des cols obligatoires au lycée le soir pour pouvoir préparer des examens. Donc en fait, elles sont en effet assez coupées de la vie extérieure. Après, ça reste des filles qui sont dans des groupes, donc avec des histoires de la vie de tous les jours qui existent, des histoires d'amitié, des histoires d'amour parfois, des relations avec des adultes, euh, des échanges et aussi des liens. Avec le monde extérieur via les réseaux sociaux, via Internet et tout ça, via le cinéma, les séries. Donc elles sont quand même, la musique, beaucoup, elles sont quand même des filles de leur époque. Mais c'est vrai que dès qu'elles ont un peu de moments libres, c'est elles vont se faire un petit resto ensemble, elles vont s'habiller déjà, elles vont enlever le survêt, elles vont s'habiller en jeune fille, se maquiller, aller faire un petit resto dans Vincennes. Ça, je l'ai vu plusieurs fois. Et avant de voilà, s'offrir une petite bulle d'oxygène avant de recommencer. Ou alors partir dans leur famille. Partir dans Ok. leur famille, se ressourcer, aller prendre un peu d'énergie chez papa, maman, et puis revenir le couteau entre les dents la semaine d'après, quoi. Ouais, parce qu'effectivement, on le voit beaucoup, être athlète de haut niveau, c'est beaucoup de sacrifices, comme bah, d'être justement loin de sa famille, comme tu le dis. Il y a une part de responsabilité, comme on l'a dit avec Chérine.
il y a forcément une grosse exigence. Et à un moment donné, c'est un petit peu évoqué. Et comment ça se passe en termes de suivi psychologique pour ces athlètes français? C'est assez différent. C'est chacun gère un peu au cas par cas. Souvent, ils essaient de prendre les devants. Ils sont suivis. Il y a un service avec des psys à l'INSEP. Pas mal d'athlètes s'y rendent. On avait documenté ça dans la saison précédente, non, celle d'avant, peut-être avec Mathilde. C'est assez compliqué pour nous parce qu'il y a le secret médical, donc c'est pas Évidemment. forcément simple de pouvoir filmer ça. Et puis il faut aussi laisser des zones d'ombre hein, dans la vie des sportifs. Le suivi psychologique est souvent jumelé avec un suivi prépa mental. Les coachs mentaux sont de plus en plus présents autour des athlètes. Ils les sélectionnent souvent en fonction de leurs affinités. On le montre cette saison avec Shirin Boukli qui s'est offert les services d'un ancien médaillé olympique en snowboard. Mhm. Euh, voilà, ils sont tous un peu différents par rapport à ça et ils utilisent aussi toutes ces ressources-là de manière différente parce que parfois le coach peut se transformer en psy, le kiné peut se transformer en prépa mentale, Ouais. le coéquipier peut devenir pareil le psy ou le prépa. Enfin, tout cet aspect, en tout cas mental, psychologique, il est finalement joué par plusieurs personnes dans l'entourage des athlètes. Mais c'est vrai qu'ils ont tous pris conscience que le mental, la préparation psychologique, c'était quelque chose d'ultra important euh, pour atteindre le plus haut niveau. Chirine nous le dit d'ailleurs en ce début de saison, où elle dit auparavant, moi je me disais, vas-y, porte dans ta tête et tu fonces. Mais au bout d'un moment, ça passe plus. Au bout d'un moment, faut se poser des questions et il faut trouver euh, une manière de travailler l'aspect mental. Et c'est ce qu'elle a donc décidé de faire depuis quelques mois maintenant. Ouais, donc finalement, c'est quelque chose que tu as vu évoluer dans le temps au cours des saisons. Ouais, totalement. Si on prend l'exemple de Chirine, c'est vrai que nous, quand on commence à la suivre, voilà, c'est la petite senior, comme je disais, qui arrive euh, dans cette équipe de France, qui n'est pas forcément la numéro un de sa catégorie. Et c'est surtout une fille qui a le syndrome de la bonne élève. C'est-à-dire que elle va tout faire bien à l'entraînement, elle va pas dire quand elle est fatiguée, elle va pas Mm. dire quand elle a mal, elle va vouloir prouver à ses coachs que elle peut être la plus forte, la meilleure. Et ça, je pense que ça fonctionne au début quand on est jeune, quand on veut prouver, mais qu'après, quand on a prouvé, quand on a trouvé sa place, ces ressorts-là, ils marchent plus pour l'athlète. Il faut trouver d'autres choses. Et c'est là qu'intervient, on va dire, la mécanique de précision, presque la chirurgie pour amener chaque petit élément qui vont aider à la performance. Donc, on parlait le psy, le prépa mental, ça peut être aussi au niveau de la nourriture, le diététicien plein de choses. L'agent, l'attaché de presse, pour couper, aussi faire barrière à toutes les demandes médiatiques, ou en tout cas les sélectionner, enlever ce poids-là à l'athlète. Euh, Plein de petits trucs comme ça qui aident à aller à la performance. Et de toute façon, on le voit avec nos plus grands champions. À chaque fois, ils ont un staff euh, très étoffé qui leur permet de vraiment être focus à 100% sur l'aspect compétition avant tout. Mm. Et je trouve que le fer de lance de tout ça, c'est justement quand il me semble que c'est les championnats du monde, elle combat contre la numéro 2 japonaise et qui a un combat qui est très particulier avec deux périodes annulées, enfin 2 points qui sont annulés. Ouais, alors c'est le tournoi de Paris Ah, pardon, cette le Grand année Slam, qui ok. est ouais, c'est un des plus grands tournois du monde donc Ouais, c'est presque un équivalent c'est un grand slam et oui oui elle marque d'abord on pense tous qu'elle a gagné ouais, puis elle se fait puis c'est annulé et puis ouais. la Puis japonaise elle, marque pareil derrière, annulé. Et donc ouais à chaque fois et ça c'est elle se intéressant refocus. voilà, elle se refocus et surtout, elle ne sort pas de son combat. Et Mm. c'est-à-dire que quand même nous, en tant que spectateurs, on va lever les bras ou on va au contraire être déçu pour elle, elle, tant que l'arbitre n'a pas fait le signe qui dit c'est fini ou c'est pas fini, elle ne sort pas de son combat.
Et ça, je pense qu'elle l'a travaillé aussi au mental, parce que c'est quoi? On parle de 5 10 secondes, hein. Oui, Mais oui, si oui. elle lâche avant, c'est Ouais. fini. Donc, ouais, ouais, ça c'est impressionnant. C'est Mm. impressionnant. Clairement, c'est une séquence que j'ai beaucoup aimée. Il y a aussi, justement, pour reparler de Chirine, qui dit que elle a surtout peur de décevoir les autres dans la défaite, plus que la défaite en elle-même. Et il y a aussi Mathilde qui parle de cette peur de décevoir, qui prend le pas sur le plaisir. Je trouvais que c'était des mots encore très forts. Et j'ai l'impression que ça peut être autant un moteur qu'un frein pour les athlètes. Qu'est-ce que tu en as pensé? Ouais, ça c'est déchirant et je m'y attendais pas. C'est le poids de l'entourage et ils vivent vraiment pour mettre des paillettes dans les yeux de leurs proches et ils ont l'impression que échouer c'est aussi un échec pour leurs proches, ce Mm. qui est souvent absolument pas le cas. Mais ils ont ce côté de je veux pas les décevoir, je veux pas les décevoir. Alors que quand on discute avec les proches, ils sont s'ils sont déçus, c'est qu'ils seront déçus parce qu'ils imaginent que leur enfant est déçu de sa performance, mais jamais euh, parce qu'il y a eu une mauvaise performance. Ils sont même parfois rassurés que leur enfant ne soit pas blessé ou aille bien physiquement. Et ça, c'est voilà, on l'a eu évidemment avec Mathilde et ses parents, on l'a eu avec Chirine l'année dernière et ses parents lors des championnats du monde en Ouzbékistan, où elle disait c'est la première fois qu'ils voyagent aussi Mhm. loin, et moi, je rate totalement, et je les ai fait venir là. Et en fait, enfin, c'est horrible pour eux. Moi, je m'en fous. J'ai perdu, je vais regagner, c'est pas grave. Mais pour eux, de faire ça devant eux, c'est. Et on l'a eu un petit peu avec cette saison avec Erwan, qui est Mm. très inquiet de la place de sa maman dans les tribunes, où il a envie qu'elle se sente bien et tout ça. Donc, je l'ai pas vraiment développé, mais j'ai gardé quelques petites phrases où sa maman se pose la question, alors qu'elle est sa préparatrice physique, elle se pose la question de savoir si c'est bien qu'elle soit là, parce qu'elle sait que le fait d'être là, ça perturbe un peu Erwan qui se dit est-ce que ma maman elle est bien installée? Est-ce qu'elle manque de rien? Est-ce que mon papa est là aussi? Est-ce qu'ils vont être bien traités dans les tribunes? Et tout ça le sort un peu de son concours. Donc c'est ouais, c'est assez fou de se dire, mais peut-être qu'on peut transposer ça aussi à nos vies. À nous et se dire que ouais, le regard de nos proches, de nos parents, c'est finalement celui qui compte le plus dans les choses qu'on fait dans la vie. Euh, Peut-être que ouais, c'est décuplé, c'est multiplié chez eux. Ouais. Il me semble qu'en 2022, il y a un championnat d'Europe ou du monde et Sacha Zoya, il vit un échec. Et à ce moment-là, il dit une phrase que j'ai trouvée particulièrement intéressante. Ça montre que je suis humain avec les mêmes sentiments, expressions, émotions que les autres gens. Et du coup, je te pose la question à toi qui les as suivis pendant tant d'années. Est-ce que nos athlètes olympiques sont des humains? Oui et non. Ce sont des humains, mais ce sont des humains extraordinaires, je pense. Ils ont un petit truc en plus. Après, ça reste des humains avec leurs faiblesses, leurs fêlures, leurs traumatismes. Euh, mais ouais, quand on sait la difficulté d'être sélectionné aux Jeux Olympiques, c'était aussi une des ambitions de cette série. On parle souvent des athlètes français aux JO. On va s'intéresser à eux, comme on disait, une fois tous les 4 ans, et puis on va voir sur je ne sais quelle épreuve un athlète français pas forcément performé. Et nous, les premiers, on va être devant notre télé. Genre, ah, les Français, on est vraiment nuls dans ce sport. Mais on n'imagine jamais que cet athlète-là, le parcours qu'il a dû faire pour arriver jusqu'aux Jeux Olympiques, c'est-à-dire, en d'autres termes, être le meilleur Français dans sa discipline. C'est Mm. ça, être aux Jeux Olympiques, en fait. C'est être le meilleur Français dans sa discipline ou parmi la poignée de Français qui performent dans cette discipline. C'est un truc inimaginable, c'est incroyable. Donc, ouais, ils ont un truc en plus. Ils ont un truc en plus et j'insiste, c'est aussi assez moche de les juger simplement sur les résultats aux Jeux Olympiques. Parce que le Mm. parcours avant, et c'est aussi tout l'intérêt de cette série, là je fais un peu la promo de la série, mais
de voir toute la quête avant, avant les JO, c'est aussi hyper intéressant pour comprendre ces gens-là. Mm. Ouais, mais tu peux faire cette promotion parce que il y a 32 épisodes et du coup, je pense qu'on peut facilement caler 30 minutes par jour tout au long des jeux pour justement bah, voir cette partie immergée de l'iceberg. Comme tu le dis, c'est bien cette quête parce que on voit effectivement le résultat qui est soit merveilleux, soit moins bon. Mais effectivement, ceux qui ne travaillent pas dans cette industrie-là, si je puis dire, bah, ne connaissent pas en fait tout ce qui a été fait au préalable et le volume Ouais, de c'est ça. travail, les sacrifices. C'est ça, et puis on a le côté un peu, tu sais, hop, on allume la télé, c'est les Jeux Olympiques, ouais, super. Et puis on se dit, bon, bah, ils ont invité tous les Français, quoi, tu vois. C'est les Jeux Mm, chez nous, tu vois, bon, ils ont pris des athlètes français, oh là là, et j'espère qu'on va pas être ridicule face aux Américains, aux Australiens, au machin. Non, c'est pas ça. C'est pas ça le processus. C'est que c'est des athlètes qui s'entraînent depuis toute leur vie pour vivre ces moments-là. Et aujourd'hui, quelqu'un qui va ne serait-ce que faire une finale olympique, ça a un exploit monumental. mm, C'est ça aussi qu'il faut peut-être essayer de comprendre. Alors évidemment, on va retenir, et c'est amplement mérité, les médaillés et les médaillés d'or encore plus, ils vont changer de vie. Aujourd'hui, une médaille d'or olympique te fait basculer, surtout à Paris, va te faire basculer dans une frénésie médiatique incroyable à l'image de ce qu'ont pu vivre les champions du monde 98. mm, Ça, j'en suis persuadé. Et j'espère que ce sera le cas aussi pour les médaillés paralympiques, parce que ça va être aussi une belle fête. Et je sais que en termes d'audience, France Télé est très content de ce qui s'était passé à Tokyo, notamment, que les gens avaient vraiment suivi. Et donc, j'espère qu'on va bien célébrer aussi nos athlètes paralympiques. Mais ouais, célébrons aussi, ne serait-ce que nos Olympiens. Déjà, mm, c'est des athlètes hyper inspirants et le parcours de chacun est très impressionnant. mm. Ouais, on retiendra ce mot, je pense, inspirant. Et en tout cas, c'est ce que je pense que tu as voulu transmettre, notamment avec ce documentaire. Comme tu l'as dit, tu as été avec eux vraiment dans l'intimité, avec même tes bureaux de studio, etc., qui étaient au sein de l'INSEP. J'imagine, pour faire un petit peu de vidéo de manière très amateurisme, que tu dois avoir un nombre de rushs énorme et même des périodes où, effectivement, comme tu le disais, bah, sans avoir sorti la caméra. Est-ce que tu aurais un petit peu des anecdotes, un petit moment marquant dans cette aventure de ces 4 dernières années à nous partager? Ah, j'en ai plein, mais je ne sais pas comment choisir. Euh, il faut que tu m'aides un petit peu. Il faut que tu me donnes un nom d'athlète ou un truc que tu aurais envie de connaître. Et là, je vais pouvoir te trouver des choses. Là, c'est trop vaste. Ok. Ouais, non, je sais pas. Un athlète comme ça a peut-être pu s'entendre. Il y a deux athlètes, moi, qui m'ont particulièrement marqué. Ben, c'est Chirine et Sacha Mhm. qui transmettent véritablement des émotions. Moi, je vais pas le cacher, il y a des moments où j'en ai eu des frissons, quoi, à voir un petit peu comment ça pouvait se passer pour eux, ces moments de retournement de situation. Mais non, je sais pas, des moments en fait un peu dans leur quotidien, des choses peut-être plus amusantes, plus légères. Bah, ouais, bah, je vais trouver une chose sur les deux, du coup, une chose pour chacun. Je sais que Chirine, elle s'est beaucoup fait chambrer sur une phrase qu'avait dit sa maman dès la saison 1, où sa maman nous avait dit Chirine, elle a 21 ans, elle est jamais allée en boîte de nuit. Ce qui était une réalité à l'époque. Je sais pas si j'en ai pas reparlé depuis longtemps. Et je sais que c'est un truc qui lui a resté assez longtemps et que notamment ses potes du judo qui avaient vu la série la chambraient beaucoup à chaque fois euh, qu'il la voyait entourée de nos caméras. Ça chambrait un peu sur cette phrase-là. Ok. Et je sais qu'on a un rush, je crois que c'était il y a 2 ans ou 3 ans, où justement on est à fin de compétition, on est avec sa maman, avec elle, avec sa famille. Et Chérine, elle vient de faire une médaille. Alors je me rappelle plus exactement quelle compétition c'est, mais Chérine nous avait dit cette saison, Chérine, elle va en boîte. C'était, c'était assez drôle par rapport à tout ce qu'on avait pu, à tout ce qu'on avait pu écrire autour d'elle par rapport à cette vie de fille qui s'était privée.
Et sa maman avait beaucoup ri à ce moment-là. Ouais, pour Shane, je pourrais te raconter ça. Pour Sacha, il y a eu des moments assez fous, même en termes de prod pour nous. Je crois qu'on le montre dans une saison, mais il y a une saison où il a clairement un été un peu difficile, un été où il est un peu en mode moi j'ai envie de retourner en Australie voir mes potes, mais je peux pas parce que les frontières Mm, sont fermées, c'est le Covid. mm. Et du coup, bah, il est un peu absent, quoi. Et personne sait trop où il est. Et c'est un peu drôle parce que il y a un moment où on avait décidé d'un entraînement et puis on se pointe et puis en fait il est pas là et il vient pas et c'est un truc qu'on montre en plus dans la série donc c'est Oui. assez fun mais sur le moment on a l'air quand même un peu con et tout le monde a l'air un peu con, l'équipe de tournage, les entraîneurs et on a même gardé la discussion téléphonique avec son agent qui appelle Dimitri qui était encore dans son staff à l'époque en lui demandant alors est-ce que Sacha est venu et Dimitri dit, non il est pas là, ah putain merde et, euh, et c'était marrant parce que sur le coup on se dit waouh ça va être galère et tout et en fait, je me suis dit, bon, prenons le problème à l'envers. Ce passage-là, ça explique aussi quelque chose de Sacha. Donc, on va le traiter. On va lui demander de nous l'expliquer. Et lui, comme il sait si bien faire, il a accepté de raconter tout ça, de raconter aussi le fait que quand la saison était finie et que c'était la off-season, eh ben, il avait envie de voir ses potes, il avait envie de faire la fête, il avait envie d'être un jeune normal et que après, il pouvait avoir le temps de se remettre dans le moule, d'être un athlète de haut niveau. Une fois ses vacances et ses sorties de passé. Et ça avait été vraiment marquant cet été-là où il n'avait pas pu rentrer en Australie, faire sa petite routine, voir ses potes, aller à la pêche, faire des périples en bateau et tout ça comme il adore faire. Et du coup, ça l'avait rendu un peu fou et enfin, ça l'avait rendu fou. Je Oui, mesure oui. mes mots, mais ça, le fait d'être enfermé comme ça à l'INSEP et donc voilà, il avait peut-être un peu poussé le curseur sur le côté nuit parisienne, en restant quand même tout à fait sage. Ça reste un gentil garçon. Mais quand le réveil sonnait à 9 heures du matin, il n'y avait personne. Mm. Mais ce qui le rend très humain d'ailleurs, je trouve, effectivement, quand tu vois Sacha, un il est petit très peu. fort pour reconnaître qu'il peut être difficile et qu'il peut Ouais. être chiant pour les autres. Et ça, il est très fort. Et là-dessus, c'est une grande réussite pour moi. C'est que moi aussi, des fois, il va me zapper. On va se louper sur certains trucs. Mais en tout cas, quand on sera face à face et qu'on devra poser des mots sur ce qu'il est en train de vivre, il se cachera jamais. S'il a fait une connerie, il le dira. S'il l'a pas fait, il s'en défendra. Mais il sera hyper honnête dans sa manière de se juger lui-même, en fait. Donc, s'il est pas bon, il va accepter de le dire. S'il est bon, ça, aucun problème pour lui de le dire. Mais en tout cas, il a cette grande qualité-là. C'est pour ça que pour moi, je n'ai pas d'inquiétude. Moi, j'ai absolument pas peur d'un Sacha Zoya en finale du 110 mètres haies devant 80 000 spectateurs au Stade de France, portant pratiquement tous les espoirs de l'athlète français sur ses épaules Mm. et devant battre son record personnel de plusieurs dixièmes pour accrocher une médaille. Moi, je pense qu'il est capable de le faire parce que justement, il a cette personnalité-là. Et lui, beaucoup plus qu'un autre. Mm. Tu Ok. vois? Si Sacha, avant les Jeux, il passe pas sous les 13 secondes, ça m'inquiétera pas plus que ça. Parce que je sais qu'il peut le faire pendant les Jeux pour aller accrocher une médaille. Et c'est ça qui paraît fou, parce qu'on se dit, attends, son meilleur chrono pour l'instant, c'est 13-15. 13-15, tu rentres ric-rac en finale, hein. Pas plus. Tu peux pas espérer mieux. S'il veut une médaille, il sait qu'il va devoir aller sous les 13. Mais justement, il y a Et ça, ce défi, il adore ce Ouais. truc-là. Mais c'est rigolo, c'est marrant que tu parles de ça, parce que je trouve qu'il y a un peu ce parallèle-là, alors sur des disciplines différentes, bien évidemment, mais entre Timothée et lui, où lui, en fait, c'est les jeux ou ce qui lui permet d'aller aux jeux, c'est le plus important, alors que Timothée, c'est il faut confirmer, il faut confirmer, il faut confirmer, il faut avancer, et peut-être effectivement, comme tu le disais, avec une mentalité peut-être davantage française finalement. Timothée, il doute beaucoup, mais je pense que c'est aussi lié à son handicap. Ouais. C'est-à-dire que on se rend pas compte, mais le fait de ne rien voir, il a besoin qu'on lui raconte beaucoup.
Il a besoin qu'on lui explique sa évidemment. course. Il a besoin qu'on lui explique le placement de son bassin, le placement de ses appuis. Encore une fois, je suis pas spécialiste, mais j'observe tout ce qui se passe autour de lui. Et une course est terminée, il a besoin tout de suite que son guide ou son coach vienne lui débriefer parce il a besoin de traduire ses sensations dans quelque chose de précis. Et Mm, donc, c'est pour ça que quand il se sent bien et qu'il fait des mauvais chronos, ah, ça, c'est le pire. Parce qu'il se dit, mais qu'est-ce que je peux faire de plus, en fait? Et Timothée, la performance, c'est sa vie. C'est vraiment, c'est peut-être lui le plus gros gagneur de tous. Lui qui a le plus envie, le plus faim de victoire. Il vit vraiment pour ça. Il a cet ego-là, on en parlait au début. Il est souvent assez dur, même avec ses adversaires, dans ses mm, propos. C'est vraiment un gagneur hors pair, mais qui doute beaucoup. Et dès que ça va pas, dès qu'il y a un petit truc, dès que c'est pas comme il veut, voilà, il se remet en cause. Je sais que l'année dernière, on l'avait filmé au championnat de France en salle à Metz, où Dimitri n'est pas là, et finalement, il y a son ancien coach qui est là, donc il décide peut-être de changer la manière de partir avec des blocs, passer un peu différemment et tout ça. Ça, à quelques minutes de la course, c'est pas possible. mm, mm, C'est pas possible d'être dans ce genre d'interrogation. Alors évidemment, il vaut mieux le faire là qu'aux JO, qu'aux Jeux paralympiques. Mais ouais, Timothée, bah, je pense qu'il a aussi connu tellement de mésaventures, de malchance dans son parcours. C'est ses guides qui disent souvent Timothée devrait avoir le double de son palmarès parce qu'il lui est arrivé trop, trop, trop de bêtises, de pertes de dossard, de liens qui s'envolent, de glissades avant la ligne d'arrivée, ce genre de choses où il aurait pu décrocher tellement plus de médailles que là, il sait que voilà, à Paris, ça doit être son heure de gloire. Le 400, aujourd'hui, il a peu de rivales dans le monde, mais on sait que c'est une épreuve qui est tellement dure qu'il faut qu'il soit totalement frais et dispo pour la finale. Mais ouais, Timothée, il est jamais totalement serein, quoi. Ou en tout mm. cas, ce qu'il tient, c'est son envie. Mais ouais, en tout cas, ouais, Timothée aussi, on n'en a pas trop parlé, mais athlète incroyable. Vraiment une grosse découverte aussi pour moi, ce milieu du sport handi, hyper familial, cet esprit de groupe, ouais, des sensations qui sont décuplées. Même, j'avais pris une claque l'année dernière au championnat du monde. Beaucoup d'enfants dans les tribunes, du public vraiment très, très, très chaud, qui encourage. Quoi. Enfin, voilà, tous ces athlètes-là qui ont des parcours, encore une fois, hyper inspirants. Ah, ça, ouais, ça met des frissons. Ça, c'est le sport pour moi. Ça, c'est vraiment voir des gamins qui encouragent des athlètes handicapés dans un stade. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus beau, en fait, dans toutes ces périodes troubles, en fait, qu'on vit politiquement, dans la société, tout ça. Parfois, le sport amène des leçons incroyables. Mm. Et tu parles de D'acceptation de la différence, tu vois, de vivre ensemble, tout ça, c'est chouette, quoi. complètement, complètement, complètement. Et justement, tu parles de Dossard, et il y a un moment qui est juste très agréable et où il fait du stand-up et il explique qu'effectivement, dans dans son show, qu'il a été disqualifié pour des raisons de dossard et que forcément, celui qui l'a balancé, c'est pas un malvoyant et que c'est forcément un voyant. Ouais, mais ça c'est vraiment un truc qui lui est arrivé et je crois qu'en plus il a beaucoup d'avance. Mais c'est vrai qu'il a pris le départ sans avoir accroché son dossard. Et donc le règlement est formel. Et en plus, je crois que c'est une grosse course, hein. Je me demande si c'est pas des JO ou des championnats du monde. Et donc, disqualification. Et Incroyable. ouais, incroyable. Comme il dit, voilà, une course entre aveugles. On me disqualifie parce que j'ai pas mon dossard. Donc voilà, c'est tout le paradoxe de sa carrière, des énormes victoires, des énormes performances, comme quand il va décrocher voilà, sa médaille d'argent sur 100 mètres à Tokyo. Mais de l'autre côté, des énormes malchances. À Tokyo, il est disqualifié de la demi-finale du 400 parce que le lien qui le relie Oui. à Jeffrey glisse juste avant la ligne d'arrivée. Et il est mentionné dans le règlement que Mm. le coureur doit être lié à son guide jusqu'au bout. Et si on revoit les images, c'est même pas une seconde avant le franchissement de la ligne. C'est rien, c'est une demi-seconde, le lien qui glisse des mains de Jeffrey. C'est Incroyable. fou, parce que pareil, il gagne la demi-finale avec 30-40 mètres d'avance. Et non, le règlement est formel, quoi. C'est dur. C'est dur, effectivement.
Lors de ce dernier épisode que j'ai vu ce matin, les annonces des différentes fédérations sur les athlètes qui participeront au jeu, elles tombent forcément. Et l'épisode, il termine justement sur ces annonces que vous écrivez. On va vraiment parler vrai. Toi qui les as, qui a été si intime avec eux, comment tu l'as vécu? Différemment avec chacun. Certains l'ont su assez tôt. Donc on va pas spoiler la série, mais voilà, on peut dire que Shirin Boukli a par exemple son billet assez tôt. Sacha Zoya était aussi pratiquement assuré de l'avoir parce il avait fait 2 fois champion de France et que il avait fait les minima. Mais pour d'autres, ça a été vraiment une course jusqu'au bout. Et donc je vous laisserai regarder la série pour constater ça. Mais c'est vrai que on vit aussi avec leurs rêves, leurs espoirs au quotidien. Certains ont des élans d'optimisme, donc on a envie d'y croire avec eux. Et puis ben, on se rend compte que ça va passer ou ça va pas passer. D'autres sont plutôt petite voilure en disant bah, il y a quand même peu de chance et tout, mais finalement recommencent à y croire parce qu'ils se Mm. disent bah, en fait là je suis bien, je fais des perfs et en fait ça va peut-être passer. Donc en tout cas moi ce que je voulais c'est que ce dernier épisode il tienne tout le monde en haleine jusqu'au bout pour qu'on accompagne vraiment les athlètes jusqu'à la fin de ce parcours champion. Donc c'est pour ça qu'on décide de clôturer comme ça. Après oui, forcément, pour moi personnellement, c'est des émotions toutes personnelles. Ravi évidemment pour ceux qui y vont et puis forcément un peu plus déçu pour ceux qui n'y vont pas. Mais d'un côté professionnel, je me dis que c'est aussi ça qui fait une bonne série, c'est que si on avait que des athlètes qui allaient au jeu, Mm. quel intérêt finalement? Euh, c'est aussi montrer que c'est dur d'aller au jeu, ce qu'on disait, et que Mm. la vie, c'est aussi des hauts et des bas, et c'est surtout comment on ressort de ces épreuves-là. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est pas simple, hein, c'est pas facile de voir un athlète qu'on a suivi pendant des mois, voir, le voir non qualifié pour les Jeux Olympiques. On est humain, hein. On a envie Moi, je souhaite le malheur à personne, en fait. Donc, ouais, c'est des moments pas faciles, mais là, j'en prends plus conscience maintenant que tout est fini et tout ça. Après, quand on est dans le jus de raconter l'histoire, de le faire bien, d'appuyer sur les bons boutons pour générer la bonne émotion et tout ça, en termes de montage et d'écriture, on pense pas trop à tout ça. On pense Mm. plutôt à ce qu'on a envie de créer chez l'autre avant de penser à ce que ça crée chez nous, quoi. Mm. En tout cas, je peux t'assurer que pour moi, ça a marché, que c'était très réussi, comme je te l'ai dit. Donc, génial. Quelle est finalement la suite de ce projet champion? La suite de ce projet, ben déjà, je pense que ce projet n'existera plus sous cette forme-là. Il va falloir en faire un deuil. C'est bien aussi de s'arrêter Mhm. tout en haut, de s'arrêter avec cet élan et ces jeux qui arrivent. Après, il y aura quelques programmes qui vont être liés à Champion indirectement. On prévoit des documentaires sur Sharon Boukli et sur Timothée Adolphe, notamment avec des images issues de Champion, mais pas que. Donc Ok. vous découvrirez ça cet été. Euh, Sans doute un autre aussi sur Sarah Balzer, mais avec voilà les codes et l'écriture à la champion. Et puis voilà, on ne s'interdit rien pour la suite concernant notre travail avec l'INSEP, concernant notre travail avec certains athlètes de la série, concernant tout ce sport olympique qu'on a envie de suivre encore plus après Paris sans doute, parce qu'il va se Mhm. passer de belles choses. Donc voilà, là on est le 18 juillet, c'est un peu tôt pour en parler, mais en tout cas on sera dans le coin. Trop bien. En tout cas, tu nous as un petit peu teasé avec ces documentaires. Forcément, je relayerai bien évidemment. Flo, je te pose ma dernière question, ma question passe décisive. Qui aimerais-tu entendre passer au micro du squat de la performance?
Ah oui, alors ça, j'ai pas réfléchi. Moi, alors, pour prendre, pour toujours faire le lien avec la série, moi, je trouve que ça serait super intéressant que tu interviewes Ladji Doucouré. Pour plusieurs Ok. raisons, parce qu'il peut te parler de plein de choses. Il peut te parler de sa carrière d'athlète Mhm, et faire évidemment la comparaison avec ce qui se fait aujourd'hui, et notamment en termes, tu vois, des choses qui t'intéressent sur la prépa physique, mentale et autres. Il peut te parler du coaching, c'est son métier aujourd'hui, et il peut te parler de tout ce qui entoure aussi la carrière d'un athlète euh, qui devient euh, une référence et qui devient médiatiquement reconnu. mhm. Donc je pense que ouais, ça pourrait être un bon invité pour toi. Ouais, bah génial. Parce qu'effectivement, on voit que les taux se resserrent au fur et à mesure de la série. Mais il y a à un moment donné aussi un fait divers qui se passe avec Fanny Pelletier. Et on voit aussi comment lui, il gère tout ça. Et effectivement, en termes de coaching, je trouve assez intéressant de voir comment il a géré les choses au début aussi avec Dimitri, puis après tout seul. Donc effectivement, c'est quelque chose d'intéressant. Et puis, comme on l'a dit aussi avec Colin. Ouais, ouais, exactement. Et petit scoop, alors je ne sais pas si ce sera forcément le cas, mais il pourrait retravailler avec Dimitri assez vite, avec Sacha. Sacha a des envies de sprint pour la saison prochaine. Ok, Donc il a peut-être envie de s'aligner aussi sur quelques sprints. Donc ça, c'est voilà, je ne sais pas si ça va se passer. Petit bruit de couloir, petits échos que j'ai entendus par-ci par-là. Donc on verra. Mais ouais, on pourrait retrouver la première la team doublette. autour de Sacha comme on l'avait lors de la saison 1 et la saison 2. Bon, eh ben, trop cool. En tout cas, tu sais nous teaser avec quelques ingrédients. Florent, je te laisse le mot de la fin. Bah, merci à toi, c'était super intéressant de parler de tout ça. Je fais pas mal d'interviews pour promouvoir la série et tout, et on rentre jamais spécifiquement dans ces détails-là de préparation. Et je trouve que c'est super intéressant d'en discuter avec un pro comme toi. Donc, merci pour l'invitation et merci pour ton travail. Trop cool. Bah, écoutez, moi, en tout cas, tous les auditeurs, je vous invite à regarder le documentaire Champion sur France TV Slash et en plus gratuitement. J'ai vécu, comme je l'ai dit tout au long de l'épisode, beaucoup d'émotions parce que ça recoupe tout ce que je pense de la performance avec les différents athlètes, les différents staffs et puis bien évidemment mes confrères des staffs médicaux. Et en toute transparence, j'ai eu beaucoup de frissons, beaucoup, même quelques larmes aux yeux, hein, de joie bien évidemment quand je voyais les victoires françaises, mais aussi en vivant, on vit véritablement aussi les déceptions de nos athlètes. En tout cas, Florent, merci beaucoup pour cet épisode et à toi qui nous as écoutés jusqu'au bout. N'oublie pas de t'abonner au Squad de la Performance sur YouTube et ta plateforme de podcast préférée. On mettra bien évidemment toutes les informations et notamment les liens du documentaire dans la description. Et si tu as aimé notre conversation avec Florent, bah, pose tout simplement ton 5 étoiles, un petit commentaire auquel je répondrai avec grand plaisir. Ça donne énormément de force et pour un meilleur référencement du podcast, tout simplement pour que davantage de sportifs aient accès aux conseils de mes invités. Nous, on se retrouve 2 mercredis par mois à 18 h. D'ici là, je te souhaite de prendre un maximum de plaisir dans ton sport. Force!